Donc, partie sur Superfly Studio terminée. On va entrer sur la partie qui concerne les projets vraiment de Superfly Studio. Et pareil, dans différents aspects. On va passer par Tellington. Donc, la première question, ce serait les formats d'abonnement à Tellington, puisqu'il y a quelques mois, il y a eu la nouvelle landing page, avec les petits commentaires et tout. Et à l'époque, donc, tu m'as montré, il y avait là actuellement les formats d'abonnement qui existent. Il n'y en a qu'un. Tu peux l'avoir en annuel ou en mensuel. Et puis, tu peux l'avoir avec le Pass Culture. Mais un format. Parce que plus tard, il pourrait y avoir un format avec que les calendriers, que machin, etc. Voilà. Est-ce que ça pourrait exister? Format familial Alors, plusieurs questions dans ta question. Oui, c'est un format c'est une question plus large. Sur les formules d'abonnement, c'est possible que ça évolue. Effectivement, il y a la formule annuelle et mensuelle. On réfléchissait à faire une formule mensuelle avec pub, un peu moins cher, histoire d'avoir 3 offres. Parce que la plupart des trucs ont 3 offres. Après, des offres familiales, c'est à réfléchir parce que ça implique de développer un système de multi-utilisateurs en fait sur un seul compte. Et en fait, tel que c'est codé Tellington, c'est un utilisateur égale un compte pour l'instant. Je pense que mettre en place un truc comme ça, en termes de coût et de durée, ça justifierait pas forcément la clientèle. Enfin, ça ne permettrait pas forcément d'avoir la clientèle qui rembourserait le coût de développement. Tu es obligé de réfléchir comme ça quand tu es une entreprise. Genre, est-ce que si ça me coûte 2000 ou 3000 euros de développer ça, je vais gagner 2000 ou 3000 euros? Je suis pas sûr. En tout cas, j'ai reçu un ou deux mails effectivement de gens qui me disaient à quand le truc famille pour le petit, le machin, le truc. Après, je me dis, le petit, c'est qui veut écouter mes histoires, mais il a quel âge? Il a 8 ans. T'es sûr que tu veux lui mettre des meurtres et des animaux magiques Enfin, alors, mais animaux magiques, oui, mais les meurtres, je suis pas sûr, quoi. Et puis, j'avais fait même si j'ai fait l'expérience avec Mystère et Chocolat Chaud, d'avoir un truc plus enfantin, qui a bien marché. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont jeunes papas et qui ont écouté avec des gamins et qui m'ont dit si ça marche bien. Donc à réfléchir, mais pareil, c'est encore du boulot, quoi. Ouais. Il y a que 24 heures dans une journée, il y a qu'un seul mois. J'aimerais me cloner, mais je peux pas. Mais du coup, voilà. Donc la vérité, c'est que je suis fermé à rien. Techniquement, il n'y a rien qui l'empêcherait à part les contraintes économiques. Si c'est justifié économiquement de lancer un truc, on le fait. Si c'est pas justifié économiquement, on évite de le faire. Ok. Alors, il faut vraiment que ça soit une de mes lubies. Il faut qu'on le fasse et puis qu'on perde plein d'argent. Mais ça, on essaie d'éviter maintenant. Ok. Donc, une question maintenant sur le rythme et les formats de tes épisodes. Donc, en gros, à l'époque, tu disais que tout était possible à voir où ça en est. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Light Novel, c'est une question qui est plus d'actualité qu'à l'époque de l'ancienne interview. Donc, globalement, concernant le format de sortie, pour l'instant, on est sur 2 sorties par semaine, 17h. C'est ça. Est-ce que ça pourrait évoluer? Et ensuite, sur les formats, donc on a les séries, les mini-séries. On a eu une compilation avec la compilation Super Flame Story. Moi, c'est comme ça que je l'ai nommé, quoi, à peu près. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire one-shot plus tard? Est-ce que tu voudrais peut-être développer des histoires, des suites, mais qu'en tome, par exemple, livre, vraiment, peut-être qu'en série audio, voilà. En termes de vraiment sur le contenu diffusé, est-ce que ça pourrait évoluer ultérieurement, plutôt vraiment sur ce qui est déjà fait en termes d'histoire? Ok. Déjà, le format 2 épisodes par semaine, j'ai envie que ça soit, et c'est en train de l'être, le minimum garanti. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez vos quasi 24 minutes de contenu par semaine. Quasiment aucune entreprise arrive à fabriquer 24 minutes de contenu par semaine, sauf les boîtes de télé et des machins comme ça. Ce qui demande déjà pas mal de temps. Après, sur la question des one-shots, en fait, c'est plus que c'est plus facile en tant qu'auteur qui a des routines d'écriture, comme moi, qui se force à écrire le lundi et le mardi, dès le matin, le petit café, le petit ordi, le petit Word ouvert et j'écris. C'est toujours plus facile de rattacher les wagons à un chapitre déjà fait que de lancer une nouvelle histoire. Parce que dans une nouvelle histoire, il y a tout qui est à faire, alors que dans une histoire qui est déjà en cours, en tout cas moi, ma manière d'écrire, il suffit juste de rattacher les wagons là où t'en étais. J'en étais là, mes persos je les connais déjà, et maintenant il faut qu'ils aillent là. Et c'est beaucoup plus facile de faire ça. L'autre aspect, c'est l'aspect édition. En fait, si vous ouvrez les livres, vous remarquerez que c'est assez standardisé, les tailles de chapitres et les trucs comme ça. Ce qui n'est pas toujours le cas en littérature. Des fois, tu vas avoir des auteurs où tu as un chapitre qui fait 30 pages, machin, etc. C'est juste que moi, je me suis dit, en fait, 8 à 10 pages en format roman comme ça, égale plus de 10 minutes d'audio, égale, ok, c'est bon. En gros, pour moi. Et c'est comme ça que je me suis habitué à ce format qui fait 10-12 minutes, sauf dans le cas des gros calendriers où ça tirait sur du 15. Parce qu'en fait, il faut que je fasse le maximum du minimum de temps. En gros,
parce que sinon je me fais déborder. Parce qu'il faut écrire, enregistrer. Après, il y a le taf de Gaël par derrière. Là, on a recommencé à prendre un petit peu d'avance sur les épisodes. D'ailleurs, aujourd'hui, dans 10 minutes, je suis censé sortir à l'épisode, donc on fera une pause parce qu'il faut que j'appuie sur le bouton. Sinon, il y a les gens sur Discord qui vont dire « Ah, Superfly m'a pas appuyé sur le bouton. » Oui, Parce que c'est encore, c'est de l'upload un peu comme sur YouTube où je dois faire glisser, déposer, envoyer, notif, etc. En vrai, j'aurais pu le programmer, mais j'ai oublié de le faire. Et donc, voilà, il y a les contraintes d'impression aussi, parce que ça permet d'avoir des bouquins assez standardisés. Tu vois, tu fais 10 chapitres, ça te fait un petit livret comme ça, qui fait plus de 100 pages. Et c'est le format minimum acceptable, je pense, pour vendre un texte. Donc, voilà, ces habitudes d'écriture, c'est celle-là. Ça fait des années maintenant que j'écris comme ça, paradoxalement. J'ai écrit des milliers de pages. Et quand tu as pris l'habitude, ton cerveau, enfin en tout cas, j'ai l'impression que mon cerveau s'est câblé pour écrire comme ça. Et pour que, comme par hasard, dès que mon plot twist arrive, c'est pile poil le bon endroit du dernier paragraphe de la bonne page pour ensuite relancer un truc. Donc, vu que j'ai standardisé ces manières de produire là, je pense pas que je vais trop m'en éloigner, sauf justification particulière. Je pense notamment à French Dystopie et des micro-séries comme ça, que là on pourrait qualifier de hors-série ou de one-shot, où c'est pas mon univers, il y a besoin d'amener beaucoup d'éléments, je sais exactement c'est quoi la fin et où ça va, etc. Mais voilà. Après, s'il y a possibilité d'augmenter le rythme de production sans engager des frais supplémentaires, je le fais. Sinon, je vais probablement éviter de le faire. J'ai des séries en réserve, c'est-à-dire ce qu'on appelle des PAD, c'est-à-dire prêts à diffuser. Je les ai sur les serveurs de la boîte, là, que je peux balancer. Certains écrits par moi, mais des fois sont même pas mixés par Gaël. Ceux-là, c'est des vieux trucs. Certains écrits par d'autres personnes. Mais ça, j'utilise plutôt comme des cartouches en cas de putain, je peux pas diffuser pendant un moment. Là, ça se prête très bien quand même de sortir un truc. Mais du coup, je les ai en réserve, mais je les sors pas pour l'instant. Mais voilà. Parce que c'est du coup. Voilà, il y a pas mal de petits trucs, notamment autour de Cornelius et Camélia. Mais ça, j'hésite à le remasteriser parce que l'idée, c'était de faire une série qui est centrée sur les deux vieux. Et que je passe longtemps à s'engueuler tout du long. Ok. Et puis, donc il y a abonnement, les épisodes, il y a des gens pour écrire les épisodes, il y a toi qui écris la majorité des histoires de la plateforme, puisque la majorité des histoires, c'est le SSU, mais il n'y a pas que toi, il y a d'autres auteurs. Donc, est-ce que tu peux nous raconter globalement la rencontre avec ces auteurs, comment vous êtes venu à l'histoire, sachant que les auteurs, on le rappelle, dans l'ordre sorti sur Tellington, il y a eu Le Tropper, avec 2 histoires, donc il y a eu Les Glaces de l'Hermine et Danae et Détective des démons, Tom Dervin avec 2 histoires, Le Prix de la Justice et La Vengeance des Innocents, et puis Gauthier du Rieu de Madron, si je ne me trompe pas, qui a sorti Nous demeurons Celtes. Donc il y a plusieurs cas de figure. Dans le cas de Tom, donc, je sais pas si j'ai bossé d'abord avec Le Tropper ou avec Tom, j'ai un doute. C'est sorti en tout cas d'abord Le Tropper et après Tom, et c'était genre 3 semaines d'intervalle. Ok, donc Le Tropper. Alors Le Tropper, c'est simple, pote youtubeur, on se connaît de base. Le sujet de sa chaîne, c'est l'écriture d'histoire. Lui-même adore écrire. Il écrit pour d'autres plateformes aussi, pas forcément pour de l'audio, mais il écrit des petites nouvelles, notamment pour une plateforme de lecture d'histoire type Wattpad, etc. Il est payé pour ça. Et vu qu'on s'entend bien, je lui ai parlé de Tellington, c'était une convention, comme bien souvent quand je rencontre des gens du milieu. Et il me dit, c'est super et tout, t'hésites pas. Et je dis, tu sais quoi, si t'as envie de m'écrire un truc, on se met d'accord, toi tu écris, puis moi je te fais toutes les voix du machin. Et on essaie, et il a très très gentiment accepté de le faire pro bono, le truc. Ce qui nous a permis aussi de tester ce que c'était de travailler avec aussi un autre youtubeur qui va faire la pub du produit et du projet. Malheureusement, ça n'a pas fait mouche de ouf. Donc, il a écrit 2 histoires, Les Glaces de l'Hermine et Danae, Détective des démons. Les histoires, les audiences sont ok tiers. On n'est pas sur des cartons. Les cartons, en général, c'est plutôt les calendriers et les trucs de mon univers. Mais parfois, des vieux trucs genre Talion est toujours très élevé. Et aussi, on s'est rendu compte avec ça que, en fait, il n'a pas réussi à ramener des gens de sa commune, même s'il a fait quasi 50 ou 100 000 vues sur une des vidéos où il parlait de Tellington. Il a même mis un extrait de l'épisode 1 et tout. Et en fait, c'est très dur de faire venir des gens qui ne sont pas déjà intéressés ou qui, en tout cas, à la base, ne sont pas là pour ça. Donc ça, c'est un premier warning que je me suis mis. Genre, attention, commence pas à signer des chèques de 10 ou 20 000 balles à des youtubeurs pour rien. Et j'ai eu des potes entrepreneurs qui, dans d'autres contextes, ont fait appel à des influenceurs.
et qui ont juste perdu de l'argent. Donc voilà, ça a été un bon retour d'expérience. Donc voilà, c'est un mec absolument charmant, compétent, sympa, cœur sur lui. Tom Dervin, je ne sais plus si c'est lui qui m'a envoyé un mail. Lui a dit, c'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui a envoyé un mail. Il a envoyé un mail, je suis allé checker ce qu'il faisait, et j'ai en premier lieu été séduit par sa voix, parce qu'il a une voix de beau gosse, incroyable du cul, sa voix. Et après, par ses textes, parce qu'il écrit vraiment des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, mais aussi bien le type d'univers que le style. Et je trouvais ça hyper intéressant de tester aussi, pareil, quelque chose qui n'a rien à voir. Et donc, voilà, ça a fité. Et comme bien souvent, ce que j'ai fait aussi par la suite avec Gauthier, qui lui aussi m'a contacté, 1000 sur pareil, mais en fait, à la base, c'est plutôt eux qui me contactent en premier lieu. Je teste les gens sur une mini-série. Une mini-série, chez nous, c'est 3 chapitres, parce que juste un chapitre, à l'époque, vous saviez, la plateforme était 100% open. Et après, tu payais si tu voulais les chapitres suivants. Du coup, il y avait le chapitre gratuit qui était le 1, et je pouvais monétiser qu'à partir du 2, et il fallait au moins que tu en aies 2 autres. Du coup, j'avais dit, le truc de base, c'est 3 chapitres, ce qui m'évite aussi de tout de suite dépenser pour 10 chapitres et d'engager des frais trop élevés juste pour tester un auteur. Du coup, c'est un peu le format de base pour les gens que j'ai pas encore pu tester ou quoi. Voilà, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Oui, et globalement, la suite, c'était est-ce qu'il y aura de nouvelles histoires de la part de ces auteurs-là prochainement? Alors prochainement, non. Okay. Parce que le contexte économique est trop compliqué. Mais en tout cas, en texte, dans les cartons, j'ai du Tom Dervin, j'ai du Gauthier aussi. Par contre, le Tropper, j'ai rien parce que je lui ai rien redemandé depuis et qui était déjà assez sympa de faire ça gratos. Et puis voilà. Et je reçois souvent des mails de gens salut, j'écris, machin. J'ai vraiment pas de temps pour lire. C'est horrible ce que je veux dire, mais en fait, ce que je fais, c'est que je vais quand même lire un paragraphe. Si le mec m'embarque pas, c'est mort. Et malheureusement, beaucoup de gens qui se reconnaîtront peut-être m'ont envoyé des trucs et ça m'a pas embarqué pour justifier que j'y aille un peu plus. Et après, attention, il faut aussi que je sois en besoin d'avoir une histoire. Tu peux très bien m'envoyer un truc qui est absolument génial, c'est juste j'ai pas besoin de texte là, right now. Parce que j'ai mes routines d'écriture, de production, de sortie, de machin, et aussi le contexte économique qui fait que là, en fait, je peux pas acheter pour X 100 € de texte pour Tellington parce que je sais que je rentre pas d'argent en face. Et c'est un des grands drames, entre guillemets, des plateformes à abonnement et de notre cas de figure à nous, c'est que là, typiquement, je pourrais arrêter de produire, je peux laisser courir un mois, je gagne le même chiffre d'affaires parce qu'il y a les abonnements, les machins, les trucs et que les nouveaux entrants ne connaissent pas, donc ont déjà des centaines d'heures à découvrir. Ça a juste frustré les hardcore déjà qui écoutent tout, quoi. Voilà. La question d'après, c'est justement par rapport aux histoires. Cette fois-ci, dans le type d'histoire qui pourrait être posté, est-ce que finalement il y avait en réflexion à une époque les histoires pour enfants, et il y a eu Mystère et Chocolat Chaud qui est sorti. Alors il y avait plus 2 aspects, l'histoire pour éveil, donc jeune enfant, puis l'histoire vraiment pour enfant. Ouais. Et derrière aussi, tu parlais notamment d'un podcast, enfin pourquoi pas de podcast ou de talk show, quelque chose comme ça. Il y avait aussi de la vulgarisation, il me semble qu'il y avait une histoire. Après, c'est des choses que tu avais dit à pas prendre au pied de la lettre. Donc on les a pas pris au pied de la lettre, mais ça revient dans les questionnements. Notamment, je crois, vulgarisation scientifique avec un auteur ou une histoire qui se passerait dans là. J'ai oublié. Alors ça, je peux répondre. Dans l'idée générale, c'était une idée. C'était un concept qui probablement verra peut-être pas le jour. C'était. Est-ce que vous connaissez le youtubeur Stardust? Et sachez que maintenant il vit à Annecy. Mais ça remonte même à avant qu'il vienne vivre à Annecy. Il fait beaucoup de parapente notamment. C'est un endroit qui est très propice à Annecy. Et vu que souvent quand il y a un feeling, j'essaie de voir s'il y a moyen de faire des ponts. Et l'idée c'était de faire une genre de docu-fiction sur l'espace en fait, où tu aurais eu des vrais gens, des vrais personnages qui vivent de vraies anecdotes de la conquête spatiale, comme par exemple le jour où une fusée n'a pas pu décoller à cause d'un moineau et des conneries comme ça. Et l'idée c'était de traverser ça via des petits épisodes one-shot pour le coup de série audio. Mais finalement ça s'est pas fait parce que chacun passait à autre chose assez rapidement. Il y a les métiers créatifs, très souvent tu as des millions d'idées, tu as beaucoup de gens qui se pitchent les uns les autres, et au final les trucs qui sortent, il y en a 2%, 3%. Alors pour l'instant c'est pas prévu.
Si le contexte était différent, je le ferais peut-être. Le kiff aurait été Tellington Kids, qui est un truc qu'on aimerait faire. Mais là, maintenant, on peut pas. Quoi. On peut pas, parce qu'en fait, si je fais Tellington Kids, se dire que j'écris des histoires pour enfants et que j'écris pas les histoires que vous écoutez vous au quotidien. Mais si ça peut être le résultat de différents partenariats à droite et à gauche et que c'est financièrement intéressant, encore une fois, ça peut voir le jour, sachant que typiquement la cible des enfants, en fait plutôt des parents, c'est un truc qui est très rentable dans le milieu des histoires, mais il y a aussi énormément de concurrence. J'avais fait une petite étude de marché. On a notamment l'Uni, ces petites boîtes à histoire font beaucoup de gamins qui ont aussi sorti une appli qui ressemble un peu à ce qu'on fait nous. Et justement, eux, ils sont maqués avec tous les gros éditeurs, les Bayard, Jeunesse, machin, et eux, ils ont des millions. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec 2000 balles et des lumines? Enfin, c'est un peu compliqué. Du coup, la question, c'est est-ce que tu veux te battre sur le terrain de ces mecs-là Et si oui, est-ce que tu peux le faire? Parce que des fois, tu peux dire, ouais, je veux me battre, mais en fait, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les armes. Ça pourrait être un sujet, par exemple, pour une nouvelle levée de fonds plus tard. Et là, on ne va pas chercher 200 000, on va chercher 1 million, tu vois. Ok. On parlait auteurs, mais aussi les comédiens de doublage. Donc, on a quand même une égalité homme-femme. Donc, Tom Dervin, Sardoche. Du côté féminin, Pascal Chemin, Océane Giffard. Donc, comment tu vois l'avenir des doubleurs sur Tellington? Sur Tellington, moi j'aimerais, si possible, bosser avec. Après, la contrainte économique, surtout en ce moment, est prépondérante. Et il y a aussi l'aspect pas pratique qu'on a, c'est qu'on produit ce qu'on appelle en flux tendu. C'est-à-dire qu'on a parfois 0 épisode d'avance, voire un seul épisode d'avance. Et en fait, du coup, autant quand tu es déjà sur place, c'est pas grave. Tu vois, moi j'enregistre au jour le jour. Quand c'est des potes ou autres qui peuvent faire en distanciel, ça va. Mais un comédien professionnel, tu le fais pas venir pour enregistrer 10 répliques et après il reprend un train. Et en fait, si tu pourrais, mais si c'est pour le rappeler la semaine d'après pour exactement pareil, c'est con. Donc en fait, faudrait, ça pourrait marcher que dans le cadre d'œuvres déjà complètes. Et là, effectivement, tu peux faire venir du monde. Parce qu'en fait, tu sais que tu vas passer ta journée à rentrer toutes les répliques d'un personnage. Et après, c'est rentable pour les deux, en fait. Ça pourrait se faire sur le projet de light novel. Parce que l'idée, là, ça va être de les écrire en amont. Voilà, donc ça c'était la partie Tellington, vraiment. Là on va parler des autres projets. On n'a pas fait une catégorie par projet parce que c'est le projet où il n'y a que quelques questions à poser, voire une, mais c'est vraiment plus divers. Donc le projet après Tellington qui vient tout de suite en tête, c'est Battle for Agadia. On en parle souvent, on en parle régulièrement. L'idée c'est juste de savoir qu'est-ce que ce serait globalement aujourd'hui, parce que le jeu a évolué dans sa conception, où ça en est, parce que donc, la dernière keynote c'était pas précisé, mais a posteriori tu as dit que pour l'instant c'était de nouveau en pause. Donc voilà, où est-ce que ça en est, comment ça se passe? Donc, pour l'instant, Battle for Agadia est refreeze. Donc, c'est en gros pour refaire la chronologie. Au début, on a le crowdfunding qui commence à avoir quelques années. C'était pendant le Covid, si je dis pas de bêtises, qui était pour une espèce de V1 basé sur un prototype qu'on avait fait et dont on n'était pas très content en vrai. Avec un premier freeze dans les mois qu'on suivit par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, avec l'idée de revenir avec un truc un peu plus abouti, un peu plus stylé, etc. Donc il y a eu tout, les levées de fonds, les machins, les trucs bidules. Après on a redégelé une fois le projet, c'est pour ça que j'avais recommencé à en parler dans les keynotes, les machins, etc. Et notamment en essayant de basculer le projet qui à la base était sur des technologies JavaScript, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en programmation, donc des technos web avec du rendu dans du WebGL, Canvas, etc. Pour un petit jeu 2D, ça s'y prêtait bien. On a dit qu'on allait essayer de basculer le truc sur Unity, donc qui est un peu le gros logiciel avec Unreal Engine qui permet de faire du jeu vidéo, qui est un standard dans l'industrie. Kevin a commencé à faire énormément de développement par rapport à ça. Et on n'était toujours pas très très satisfait du résultat. Et surtout, en parallèle de ça, on a lancé la production des éléments graphiques que j'ai pu vous partager, donc des sprites animés des personnages en vue ISO. Le jeu, comme vous avez pu le voir, a pas mal évolué parce qu'on est vraiment passé d'un truc avec, comme dans, comment ça s'appelle, dans Hearthstone, juste des petits avatars de persos qui se tapent dessus, à, en fait, non, tu peux invoquer les personnages sur le terrain et tu vas les piloter grâce à des cartes, etc. Donc ça a été plutôt bien parti, mais on a eu différents revers et dont une reprise de priorité sur Tellington. C'est le problème quand tu es une boîte et que tu n'es que deux. La prio est rebasculée sur Tellington
Et là, avec les contraintes économiques, on a refreeze ça parce que c'est de la perte sèche. Mais je m'en fous, je le sortirai un jour. Il faut que ça sorte. De toute façon, ce serait débile de rien faire, sachant qu'on a déjà engagé des dépenses de ouf dedans. En fait, là, les images que je vous ai montrées, c'est plus de 20 000 euros. Hein. Les animations, les personnages, les bidules. Et puis, il y a des heures et des heures et des heures de taf de Kevin en dev. Tu as des milliers de lignes de C# et de code de clients et serveurs qui ont été pendus. Et ça serait con que tout ça finisse à la poubelle, quoi. Et le problème, c'est que ça tourne en rond parce qu'en fait, le vrai problème fondamental, c'est qu'on n'est pas game designer, ni lui ni moi. En fait, tu as un créatif. Moi, j'ai jamais fait de jeu vidéo, lui non plus, et un développeur. Et en fait, je pense que ce qui nous manque, c'est un peu du GD. Et d'ailleurs, quand on s'est vraiment rendu compte de ça, on a essayé dans un premier temps de collaborer avec le studio Polycorn, donc que vous avez pu voir, qui occupait des locaux à l'entrée. C'était un petit studio de jeux vidéo qui nous ont aidé à y voir un peu plus clair sur certains sujets. Finalement, ça n'a pas abouti pour des contraintes économiques des deux côtés. Et on s'est posé, on a un Google Drive avec un document qui fait genre 50 pages sur OK, voilà la nouvelle idée de ce que pourrait être le jeu. Donc en fait, on a du code, on a des assets graphiques, on n'a pas encore la jonction des deux, et on n'a pas encore un gameplay satisfaisant, quoi. Mais j'espère pouvoir sortir quelque chose. Ok. C'est tout ce que je peux dire. J'ai pas de date à annoncer et je vais éviter d'annoncer des dates parce qu'à chaque fois, c'est désolé. Voilà. Ok. Ensuite, on a une autre question de la communauté qui, alors du coup, se projette dans le cadre d'une sortie BFE. Hein. C'est globalement, donc c'est de Trivium sur Discord, est-ce que tu espères pouvoir un jour développer une scène compétitive de BFE si la communauté derrière le jeu grossit suffisamment, ou est-ce que ça n'est pas du tout partie des objectifs pour le jeu? Bah, j'aimerais, mais ce serait super cool parce qu'en fait, d'expérience, le problème, c'est que le jeu, il va être communautaire. Ouais. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir les fans hardcore dessus. Donc, ce ne sera pas un jeu qui aura 50 000 joueurs, ce sera un jeu qui aura 1000 joueurs max. Et ce sera toujours les mêmes gens. Et on va espérer qu'ils ne se lasseront pas. Et du coup, il faut plaire à ces gens, donc les inciter à revenir souvent. Et effectivement, l'aspect compétitif, ça peut être cool d'avoir des battles au sein du Discord ou des trucs comme ça, de qui sera le plus puissant sur BFE. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un jeu vidéo, ça se market plus facilement qu'une appli de série audio. Donc, si on arrive à pondre un jeu qui est suffisamment quali, là, je pense que je peux faire appel à des mecs comme Joueurs du Grenier, etc., pour de la com, et aller sur de l'influence à ce moment-là, et aussi un jeu, c'est streamable. Mais c'est con, mais moi, si je fais un stream, peut-être vous aurez peut-être envie de jouer en live le jour où ça sort, etc. Tu peux avoir des petites boucles de rétroaction. Et en fait, le jeu vidéo, j'aimerais qu'il s'inscrive dans un écosystème, parce que je réfléchis la boîte comme étant écosystémique, avec un launcher, tu as le launcher Super Flame Studio, qui te permet d'accéder aux jeux vidéo, mais dans le launcher, tu as aussi Tellington. Et tu auras aussi la boutique, et tu auras aussi potentiellement Novel Jump, etc. Et l'idée, c'est d'avoir une espèce de point de rendez-vous numérique de tout ce qu'on a. Et ça pourrait permettre que les uns et les autres fassent venir des clients sur les différents projets, parce que rien ne dit que si on chope par miracle 10 000 joueurs BFE, t'en as pas qui viennent s'intéresser aux séries audio, qui voudront acheter peut-être une Lumine, tu vois, et du coup ça peut être ultra bénéfique. Mais là encore, c'est du taf, c'est du gros taf. Donc aujourd'hui, est-ce que Battle for Igalia via crowdfunding pour le financement, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée avec du recul? Ce qui a été fait, pour moi, c'était au final une mauvaise idée. En fait, il y aurait limite fallu avoir un jeu prêt et après crowdfunder, limite en faisant genre il n'était pas fini alors que si, et après sortir le truc en disant bah, c'est de l'argent dont on a encore besoin. Parce qu'en fait, le truc est parti dans tous les sens et au final, est allé nulle part, même s'il y a une petite progression quand même. Donc, c'est pas... Non, clairement, mauvaise idée. Puis en plus, bah pareil, en termes de réputation, j'en ai déjà parlé, pour une question d'honneur et tout. Moi, tant que j'ai pas délivré BFE, je ne ferai plus de crowdfunding. Maintenant, les gens, ils achètent un truc et ils l'ont, point. C'est ce que j'ai fait avec les Lumines, c'est ce que je fais avec les bouquins. Et si je refais un crowdfunding, ça sera pas dans ces conditions-là, quoi. Ok, bah justement, tu as parlé de la Lumine, parlons-en. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu son histoire, les difficultés que tu as rencontrées oui. Ce projet, parce que je pense qu'il y en a eu quand même pas mal, et surtout les choix stratégiques, etc., parce que ça a quand même amené à plusieurs mois sans production Tellington. Alors, déjà, les absences de production Tellington n'étaient pas liées que à la Lumine. En fait, c'était une période où on était en train de commencer les travaux ici,
de boucler avec les investisseurs, etc. Donc il y avait toute la vie administrative que bien sûr vous ne voyez pas de l'entreprise qui progressait à côté. Et après sur le projet en lui-même, il y a eu plusieurs étapes. La première, c'était définir quelle figurine on fait. Et Lumine est venue un peu d'elle-même. On avait fait un sondage d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, où on a imposé Lumine, je me souviens plus. Il y a eu un sondage. Et un sondage. Et très vite, on s'est rendu compte que techniquement, c'était intéressant Lumine parce qu'elle est homogène, toute blanche. Du coup, en termes de peinture, etc., c'est moins galère. Que c'est un animal qui est trop mignon. Que c'est un peu la mascotte de la boîte. Et que même quelqu'un qui n'est pas fan de l'univers, il a ça sur sa bibliothèque, il le trouve sympa, tu vois. Donc, ça, voilà, on a choisi Lumine comme ça, bien sûr grâce au sondage aussi, mais il y avait plusieurs arguments pour. Ensuite, en termes de fabrication, il y a eu dans un premier temps, j'ai tout de suite su que je voulais faire le projet avec mon pote Moric. Donc c'est celui qu'on voit dans les vidéos que j'ai pu partager, parce que c'est un mec d'Annecy, il est du coin, on se connaît, etc. C'est sa passion, les figurines. Il y a eu la phase de ce qu'on appelle de modeling. Donc ça prend quand même quelques semaines. C'est créer la version 3D sur ordinateur, parce qu'avant d'imprimer, tu as un modèle 3D de la figurine. Et ça, on a fait beaucoup d'allers-retours. On voit dans une des vidéos plein d'itérations où on est vraiment passé par... au début, ça ressemble littéralement trop à juste une hermine, à, on dirait, un vieux rat bizarre, à, on dirait Simba... Simba, mais qui se serait fait écraser par une poêle. On a enfin une forme un peu définitive qui est à mi-chemin entre une vraie hermine, mais aussi un peu un écureuil. Et en fait, ça ressemble pas à ça, en vrai, une hermine. Mais ça marche, tu vois. Et donc ça a été très, très long. Et après, il y a eu l'aspect technique de comment la mener à bien. Donc, on a vu que le plus simple par rapport au modèle qu'on envisageait, donc c'était l'avoir sur un caillou, et que le caillou ait des cristaux magiques dessus, qui rappellent le bout de sa queue qui est un cristal magique aussi, donc des cristaux de Gobji pour les fans de l'or. Et du coup, très vite, l'idée de la faire en 3 blocs a émergé. Donc, bloc 1, fabriquer et imprimer un caillou. Donc ça, c'était Moric l'a fait avec une de ses vieilles imprimantes qui fait des trucs grossiers, mais pour un caillou, ça marche bien. Faire des cristaux. Donc là, il les a imprimés, mais par milliers. Ceux-là, il les a fait en un batch. Et après, tu avais la Lumine elle-même, qui elle était tout en résine. Et il y a eu plein de problèmes. Parce que c'est très très long, l'impression résine. Sortir un batch de Lumine, ça peut prendre une nuit complète. Ah ouais. Et le matin, quand tu te réveilles, des fois, elles sont toutes elles ont des déformations. Et donc, c'est tout à la poubelle. La résine, ça coûte un peu cher quand même. Plusieurs dizaines d'euros le litre, selon ce que tu achètes. Et aussi, le gros problème qu'on a eu, c'est qu'on n'arrivait pas à avoir un résultat homogène sur toutes les figurines. En fait, chaque personne qui a une figurine, elle est un peu unique en son genre. Parce qu'on n'a pas réussi à standardiser la production du fait que c'était un peu une approche artisanale. C'est pas des imprimantes industrielles non plus, c'est des trucs un peu de particuliers, de maker, etc. Il y a eu beaucoup d'allers-retours. On a mis en place du contrôle qualité avec Moric. Du coup, on s'est un peu pris la tête là-dessus parce que moi, je recalais des figurines parce qu'il y avait, non, il y a un gros trait dégueulasse là, machin truc. Mais il a fait preuve d'une patience très grande et il a su résoudre tous les problèmes qu'on a mis en évidence. La peinture, ça a été horrible à faire pour lui parce que malgré le fait qu'elle est toute blanche, il fallait quand même lui mettre une couche de blanc en plus. La résine de base est blanche. Et il fallait mettre les petits trucs dans les oreilles, les petits trucs sur les papates, les tout petits détails qui font que c'est trop mignon. Et en fait, il faut faire ça x 250. Et il y a de quoi péter un plomb en fait. Surtout que quand on a commencé les expéditions, on avait déjà bien entamé la production. Au début, les lumines, sur les 70% des lumines, on les a collées à leur socle. Et c'était notre plus grande erreur. Parce qu'en fait, la résine, ça se casse. Là, tu la prends, tu la jettes, elle se pète en deux. Et c'est pas au point de se péter comme de la porcelaine, mais ça se casse relativement facilement sur les zones où c'est petit, en fait, notamment au niveau des pattes. Et en fait, la jonction entre le rocher et les pattes, c'est là où elle pétait quasiment 40% des figurines pétaient. Du coup, on a dû en refaire en face. Et très vite, on a fini par trouver la parade. Dans un premier temps, c'était juste mettre une tonne. Mais quand je dis une tonne, c'est on passait des rouleaux entiers de papier bulle. Mais ça n'a pas suffi. La deuxième parade, qui est finalement ce qui marche, c'est de la faire en 2 parties et de laisser les gens la déposer eux-mêmes sur le socle. Et là, jusqu'à présent, j'en ai réenvoyé ces derniers jours, justement, du stock qui me reste. Et jusqu'à présent, j'ai pas eu de casse. Coucou Noah, je suis content que tu l'aies reçu en bon état. Mais voilà, donc
le plus frustrant, ouais, ça a été la casse. Et après, il y a la logistique, mine de rien. Gérer des centaines de colis, c'est hyper chronophage. Parce que tu dis, ouais, tu fais ça en une journée. Non, des colis, si tu te démerdes bien, t'en fais une dizaine, vingtaine de l'heure, pas plus. Donc, ça prend du temps. Hein. Oui. Parce qu'en fait, c'était très processé. Du coup, déjà, elles étaient numérotées. Donc, en fait, tu pouvais pas envoyer une lumine random à un mec random. Il fallait qu'elle ait le bon numéro collé sous le socle, qu'il y ait le bon certificat dans la bonne boîte. Tu as l'emballage papier bulle. Après, tu la déposes délicatement dans une première boîte qui est brandée Super Flame Studio. Et tu mets des copeaux de maïs soufflé là pour protéger. Tu refermes, tu mets dans une autre boîte d'expédition, tu remets des copeaux, tu refermes, tu mets 1 tonne de scotch, tu mets des autocollants fragiles, tu pries ta race, tu mets les tickets d'expédition. Et ça, c'était pour le cas des gens qui l'envoyaient en Europe. Et hors Europe, après, il fallait que je remplisse des dossiers de douane. Ah ouais. Bon, après, c'est relativement... c'est des papiers standardisés. Oui. Mais en fait, tu avais des petites pochettes d'expédition, j'en ai encore dans la boutique là, où je te jure, tu as genre 12 papiers, juste parce que le truc, il va au Canada. Je déclare que c'est pas de la drogue. Encore que. Et, Là. mais voilà, en tout cas, maintenant, on sait que c'est chiant à faire et que ça se casse. Donc, pour les prochaines, quand il y en aura, on sera beaucoup mieux armé. Clairement. On fera pas les mêmes conneries. Et l'idée venait d'où, du coup? De faire des figurines? Ouais. C'est moi. D'accord, c'est juste comme ça. C'est moi, je me suis dit, mais les gens, ils veulent des figurines. En fait, je me suis mis à la place de quelqu'un qui serait fan, mais il voudrait une figurine. Ok. Et c'était vrai. Oui. Et ce fut vrai. Et après, il y avait aussi l'aspect est-ce qu'on a moyen de proposer un truc vraiment aux vrais fans à qui ça parle et tu sens qu'il y a de l'émotion dans les achats et même dans la réception. J'ai reçu pendant des semaines, et je les mettais en story d'ailleurs, des photos des gens chez les gens. Elle avait une petite place, tu vois. Ma lumine, elle est là, elle est sur ma bibliothèque, elle est sur ma table de chevet, elle est près de ma lampe, elle est à côté de mon chat. Et ça m'a permis de me dire, ok, ouais, ça parle aux gens, quoi. Il y a un truc émotionnel de corps avec ça. Ok, maintenant parlons d'un autre projet, Novel Jump. Est-ce que tu as des nouvelles sur ce projet? Rien de nouveau sous le soleil. Donc c'est moi qui ai designé toutes les interfaces. Elles sont quasiment toutes faites. Donc en gros, c'est un mock-up dans un Figma, qui est donc le logiciel pour faire des interfaces, et il n'y a rien qui a été codé pour l'instant. Ok. Voilà. Donc c'est un projet qui passera après la période économique. Ouais, clairement. Parce qu'il n'y a pas de rentabilité immédiate garantie avec ça. Pareil, il y a toujours le risque, on sort le truc, il n'y a que les gens du Discord qui vont dessus, qui vont, les connaissant, plutôt mettre leurs histoires en mode gratuit pour que les copains puissent les voir gratos, et au final, on rentrera 0 € avec ça, a priori. Sur le modèle, du coup, c'est bien établi. Par contre, on peut faire payer par chapitre ou par histoire, ou c'est encore en réflexion? Alors, au début, je voulais me faire du genre de prix libre, et je me suis rendu compte que c'était trop la porte ouverte aux arnaques. Et du coup, en fait, on va sans doute faire comme beaucoup d'applis qui ont le même modèle. C'est un chapitre égale un token. Et après, les tokens, c'est nous qui fixons les prix. Donc, en fait, ce qui va faire gagner de l'argent aux auteurs, c'est d'être beaucoup lus, et donc beaucoup achetés, et pas de vendre leur bouquin 500 balles, quoi. Ou de faire 450 chapitres. Ouais, mais ça peut être une technique, du coup. Ouais. Ça peut être une vraie technique. Bah ouais. Si l'histoire marche. C'est ça. Ok. Après, il y a un aspect juridique et comptable qui est peut-être un peu chiant, mais qu'on explore avec justement mon cabinet comptable. C'est comment je fais pour donner de l'argent à des gens sans qu'ils me fassent de facture, vu que ça peut être des particuliers. Ouais. Et en fait, il faudrait utiliser un peu les mêmes genres de réglementations qui sont utilisées avec Le Bon Coin. Et les plateformes comme ça, en fait, où en fait, les particuliers ont le droit de récolter une certaine somme d'argent non imposable dans la limite de X € par an. Et en fait, en gros, il faut qu'on arrive à être sûr que c'est bien légal, et aussi via le biais des CGU, à faire en sorte que la responsabilité légale de déclarer les revenus, ça soit pas la nôtre, mais celle des gens qui sont payés en face. Sinon, je vais en tôle. Donc, ça serait un peu relou pour donner une plateforme d'écriture à des gens. Ou après, l'autre option, et c'est un truc qui me saoule, mais ça reste une option, c'est de dire, désolé, tu dois me prouver que tu es une auto-entreprise ou que tu as moyen de facturer. Sinon, tu ne peux pas vendre. Tu peux mettre qu'en gratuit, par exemple. Okay. Ça pourrait s'imaginer aussi, d'ailleurs. Ok, d'accord. Ensuite, ça c'est plutôt rapide, ce que tu as bien élaboré avant. Globalement, pour l'idée figurine ou light novel, sur le choix à faire pour les prochains mois, pour l'entreprise, etc., comment toi tu ferais ce choix, en fait? C'est que sur quels critères tu te bases? Pour choisir entre les deux? Ouais, c'est ça.
Parce que je suppose que ce ne sera pas les deux en même temps. Encore que ça pourrait, parce qu'en fait, les figurines, j'ai besoin d'un go. Et après, en fait, le dossier, il part entre les mains d'un artiste 3D et de Mauric. J'ai pas besoin d'être là 24 tant et puis la production, elle se fait, tu vois. Mais effectivement, il y a, on va dire, la phase artistique où je dois être très présent au début, en mode, OK, elle ressemblera à ça. Et tu changes rien, s'il te plaît. C'est ça, elle ressemble à ça. Oui, mais non. Donc, ça pourrait hypothétiquement être fait en parallèle. Mais après, je pense que le light novel, potentiellement, arriverait plus vite. Parce que le light novel, c'est du revenu récurrent, tout simplement. Ok. Je préfère être sûr d'avoir X 100 € par mois tous les mois que de vendre 100 figurines et plus aucune. Et sachant que les figurines, vu qu'on sait que ça marche, on pourrait très bien en sortir n'importe quand, en fait, dans l'absolu. C'est très joli. Bref, avant de casser de ce thème, donc, c'est donc, pour le coup plutôt divers. Donc là, c'est un peu parole libre sur des idées. On ne parle pas de projet, c'est plutôt sur qu'est-ce que tu aimerais faire. Donc là, je me suis basé sur l'histoire de tout ce qui était dit. À l'époque, tu parlais d'une bible du SSU qui pouvait, en interne, centraliser plein d'informations. En ce moment, on voit que tu fais Lore of Egadia. Lore of Egadia, j'essaye. Il y avait la BD Andrew Bennett qui était parlée à un moment. Finalement, la saison 2 de la web-série, il y a peut-être d'autres choses que j'oublie. Sur tous ces petits projets-là, qu'est-ce que tu aurais à dire? Est-ce que tu aurais des envies, etc. Alors, donc là, la question, c'est qu'est-ce que j'aimerais faire ou par rapport à ces projets qui ont été évoqués, où ils en sont? Les deux. Ok. La BD Andrew Bennett, finalement, c'est un peu tombé à l'eau. Donc, je pense que ça se fera pas pour diverses raisons. Et la principale, c'est juste que l'histoire que je voulais raconter à l'époque, elle est totalement invalide avec la chronologie qu'on a maintenant. On a... qu'est-ce que... la saison 2 de la série, c'est quasi sûr que ça sera jamais. Parce que la saison 1 était un enfer à faire. Parce que même en tant qu'auteur, j'ai beaucoup évolué. Je raconterai plus le même genre d'histoire, forcément. Il y avait des très très grosses ficelles. Elle était cool, hein, cette histoire. Et visuellement, c'était beau. Mais quand tu prends le scénario, tu dis putain, c'était pas moi. C'est mon regard à moi. C'était quand même pas ouf, je trouve. Il y a moyen de faire un truc de ouf. Par contre, ça veut pas dire que je ferme la porte à de l'audiovisuel. Mon rêve reste quand même, si les dieux le veulent, un jour un blockbuster. Mon grand fantasme aussi serait une série animée. Parce que ce qui est bien avec le dessin animé, c'est que tu peux vraiment... C'est tes personnages, quoi. Tu peux les... Comme ils veulent, comme tu veux qu'ils... Tu leur donnes vraiment l'apparence que tu veux, les voix que tu veux. T'as une grande pilotabilité sur le dessin animé. Donc, énorme fantasme de ce côté-là. La seule contrainte, en vrai, c'est, pour en avoir déjà discuté avec Majid, c'est qu'en fait, c'est tout le circuit de l'audiovisuel qu'il faut se taper. Et donc, c'est monter un dossier, c'est trouver un producteur. C'est que le producteur, ça fit bien. Et ensuite, le plus chiant et le plus dur, en fait, ce qui déverrouille tout, en France en tout cas, c'est de trouver ce qu'on appelle un diffuseur. Un diffuseur, ça peut être France Télé, ça peut être Netflix, ça peut être du cinéma. Mais si t'as pas un de ces mecs-là qui dit banco, j'achète, tu fais rien. C'est mort. Et le problème, c'est que ces gens-là, quand ils achètent, il faut que ça corresponde à une grille de demandes et de besoins. Et typiquement, malheureusement, dans le dessin animé, par exemple, ils veulent des trucs pour les enfants. Mais après, il y a peut-être moyen de faire un truc en zoom, je sais pas. Okay. Mais voilà, en tout cas, il n'y a rien qui est actionné par rapport à ça, mais ça reste un de mes grands buts. En vrai, Battle for Egadia, j'ai vraiment, vraiment envie d'arriver à en faire un truc, mine de rien. Ne serait-ce que pour avoir le plaisir de dire, bon, on a fait de la merde pendant X années. Mais putain, on vous a fait un jeu, il est quand même pas mal, quoi. C'est quand même un petit truc sympa. Et s'il y a moyen, un de mes gros fantasmes, ce serait un MMORPG dans le monde d'Egadia. Et là, tu joues quoi, toi? Dokipa. Ça serait et ça collerait super bien avec les histoires, avec le côté perpétuel. Ouais. Et en fait, vivre une aventure quasi permanente dans le lore du truc, quoi. Ouais, Marmotané. Ah c'est de vrai, ouais. ça. Là, quand je verrais le truc, ça se passerait surtout en Egadia. Oui. T'es un Akubien. Et en fait, quand tu pars, ça remplace tout ce que tu dis par des kanji. Mais aléatoire. Ah ouais, d'accord. Non, c'est des idées un peu à la con, mais chaque peuple avec ses spécificités et ça serait cool, tu vois. Il y avait d'autres trucs dans ta liste ou pas? Non, après, c'était... Si toi, t'as des trucs... Là, tu veux dire. En idée. Franchement, si on arrive à faire la partie jeux vidéo, ça serait quand même bien. Ouais. Vraiment en priorité et réalisme de priorité la partie jeux vidéo. Ok.